Bonjour, mon nom est Sylvain Bélanger, puis il me fait plaisir de vous présenter ma toute dernière publication. Il s'agit de Découvrir votre spirale évolutive, qui est un ouvrage qui a été écrit avec un certain nombre de pages, non pas parce que je l'ai voulu, mais parce que ça s'est imposé à moi. Le sujet, qu'est-ce que c'est en fin de compte? C'est que je suis thérapeute intuitif, moi, depuis près de 30 ans. Et j'enseigne depuis près de 25 ans également, à peu près, hein, c'est à peu près ce que je crois. Et puis, j'ai donc fait beaucoup de lectures intuitives sur plusieurs milliers de personnes et ça m'a amené à avoir envie, en fin de compte, de proposer une typologie pour commencer. Alors, la typologie, finalement, qu'est-ce que c'est que la spirale évolutive? C'est une volonté que j'avais de rationaliser d'une certaine façon ce que moi j'avais observé à travers les milliers de lectures intuitives que j'avais pu faire. Donc, ça m'a amené à identifier, comme bon, il y a 7 chakras, donc à reconnaître que l'être humain se compose de 7 chakras, puis dans chacun de ces chakras-là, on pourrait dire qu'il y a comme des expressions fondamentales, ce que moi j'appelle les familles d'âmes, c'est-à-dire que chacun de nous, nous sommes composés de 7 familles d'âmes qui sont représentées par les chakras. Et notre objectif en tant qu'être humain, c'est de favoriser le développement des 7 chakras, donc l'expression des 7 familles d'âmes, afin qu'on puisse renouer contact avec une position d'alignement. La position d'alignement, c'est lorsque les 7 chakras sont équilibrés et que je suis donc dans une position où je peux donc bénéficier d'une santé optimale, mais également d'un épanouissement optimal d'un point de vue psychique et spirituel. Donc, le livre a pour objectif de vous présenter de quelle façon qu'il est possible donc d'identifier ces 7 familles d'âmes-là et comment on peut renouer contact avec cet équilibre-là, mais également de comprendre davantage pourquoi l'humanité en est rendue là aujourd'hui. Quand je dis l'humanité, évidemment, c'est chacun de nous dont il s'agit. Qu'est-ce qui fait que ces 7 expressions fondamentales de l'être humain qui se veulent donc des expressions justes de l'être humain que nous sommes, de quelle façon qu'on s'en est éloigné, de quelle façon qu'on a perdu pied, en quelque sorte, en tant qu'humanité, pour devenir finalement des êtres humains qui se sont donc éloignés de leur expression juste. Alors, je vais peut-être vous présenter très sommairement les 7 expressions de l'âme pour que vous puissiez cerner davantage le sujet du livre. Donc, la première famille d'âmes, c'est les bâtisseurs. Les bâtisseurs, finalement, c'est lorsqu'on est sur Terre. La première chose que le bâtisseur va faire, c'est de reconnaître l'intelligence de la planète, l'intelligence des règles que l'univers nous exprime, nous impose en quelque sorte sur la planète. Et en tant qu'être humain, bien évidemment, on apprend de cette intelligence-là pour finalement construire une humanité telle qu'on l'a construit, des maisons, etc., des voitures, etc., mais en cherchant évidemment à s'harmoniser avec l'intelligence qui anime la planète Terre, avec la logique qui existe dans le monde terrestre, etc. Donc le bâtisseur, c'est quelqu'un qui va donc chercher à collaborer dans le monde de la matière avec les ressources qui existent de façon à faire perdurer la vie. Globalement, c'est ça. Alors, vous l'avez sans doute compris que collectivement, nous en sommes éloignés de ça. Aujourd'hui, on est dans une période d'urgence, hein. Beaucoup parlent de situation d'urgence concernant la situation écologique de la planète. Et c'est pas parvenu par accident, c'est parvenu parce que l'humanité n'a pas cherché à collaborer avec ces ressources-là, on les a exploitées davantage. Donc, vous voyez que ça, c'est une des définitions, justement, des déséquilibres que l'on retrouve dans chakra racine et dans la famille d'âme des bâtisseurs. Lorsqu'on s'éloigne de l'expression juste de ce chakra-là, bien évidemment, on va exploiter les ressources d'une façon trop importante. Et c'est ce que l'être humain a, entre autres, fait. La seconde famille d'âmes, évidemment, il y a plusieurs autres expressions de perturbation. Je ne vais pas prendre le temps de tout définir cela parce que ça serait beaucoup trop long. La deuxième famille d'âmes, c'est les communicateurs. Les communicateurs, c'est ma capacité à moi de m'identifier à qui je suis, donc à reconnaître qui je suis. Et pour arriver à reconnaître qui je suis obligé de constater que je fonctionne d'une certaine façon. Donc, il faut que je sois honnête avec moi-même. Il y a des gens qui sont très lents, par exemple. Ben, à quelque part, si je suis honnête avec moi-même, je vais reconnaître que je suis lent. Je ne vais pas commencer à dire à tout le monde que je suis rapide quand j'ai un tempérament de lenteur, que j'ai besoin d'aller lentement. Donc, il y a une question d'acceptation et de reconnaissance de qui on est. Donc, le communicateur passe par une forme d'authenticité envers lui-même qui l'amène progressivement à développer aussi une forme d'authenticité avec les autres, c'est-à-dire d'être vrai avec lui-même et d'être vrai avec les autres. Alors ça, c'est le communicateur authentique, c'est l'expression juste du communicateur qui, on comprend ici, va développer donc des activités professionnelles autour de la communication. Entre autres, je pense au journalisme, par exemple, ou même la politique. Hein, c'est une volonté qu'on a de vouloir transmettre une information à des gens. Donc, il y a plusieurs types de travail dans le monde qui se sont développés autour du communicateur.
Qu'est-ce qui fait que le communicateur, une des expressions des déséquilibres qui ont pu se produire chez le communicateur, une parmi plusieurs, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est finalement le communicateur qui développe ce que j'appelle moi la manipulation. La manipulation, on le retrouve énormément dans la société. Aujourd'hui, c'est assez facile de faire une représentation de ça. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde présentement, il y a beaucoup de censure présentement qui existe. Évidemment, dans les médias, on parle quelque part donc d'un média qui a une certaine source d'information qui est la seule source véritable, hein. On ne peut pas remettre en question cette source véritable-là. Et si on la remet en question, il y a tout ce phénomène de conspiration qui est autour de ça. Alors évidemment, ça ne favorise pas la communication, ça. Ça favorise simplement l'idée qu'il y a une vérité et que toutes les autres, finalement, ne sont pas des vérités. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de communication. Alors, vous voyez que ça, c'est un des pièges qu'on trouve actuellement dans le monde, mais qui existe depuis très longtemps, puisque cette notion de communication authentique n'a jamais été tellement valorisée par l'être humain, puisque être authentique, ça signifie de se dévoiler, dévoiler nos enjeux, dévoiler ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut, c'est quoi nos intentions, etc. Et beaucoup de gens vont chercher davantage à présenter une image d'eux différente de ce qu'ils veulent vraiment pour obtenir ce qu'ils veulent d'une façon détournée. Donc ça, c'est quelque chose de classique qu'on retrouve dans l'humanité également. Donc ça, c'est pour la deuxième famille d'âmes. La troisième famille d'âmes, ce sont les guerriers qui sont reliés au chakra solaire. Et dans le développement humain, bien évidemment, le chakra solaire, c'est cette capacité que j'ai de reconnaître un pouvoir. Le pouvoir, finalement, d'incarner une certaine puissance. C'est ce qu'on appelle le leader, hein, l'influenceur aujourd'hui, sans doute, on pourrait l'appeler comme ça. C'est l'individu qui a un certain pouvoir, qui rayonne vers l'extérieur. Et parce qu'il rayonne vers l'extérieur, il a envie, effectivement, d'influencer l'extérieur d'une façon constructive et positive. Alors, le guerrier, donc, n'est pas dans un objectif de dominer les autres, mais de chercher, évidemment, à créer une famille, hein, de créer une famille de gens qui vont l'apprécier, qui vont l'aimer et qui vont vouloir le suivre et qui vont vouloir l'applaudir, le vénérer, l'encourager, parce qu'ils vont beaucoup, justement, apprécier ce qu'il fait. Actuellement, on trouve ça beaucoup, entre autres, sur l'Internet, hein, sur Facebook et tout ça. Il y a donc des influenceurs qui ont donc développé ces compétences-là, justement, du guerrier finalement équilibré, pourrait-on dire, qui est une volonté d'être bienveillante, hein. Moi, je veux bien quelque part réussir, je veux bien développer une économie, un poids financier, etc. Mais en même temps, je ne veux pas le faire à votre détriment. Je veux vraiment vous aider et je veux vraiment quelque part faire en sorte que vous puissiez progresser. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu le guerrier équilibré. Malheureusement, on sait bien que dans la société, ce guerrier équilibré est assez marginal, puisque beaucoup de gens ont cette volonté de dominer les autres, hein. On vit dans une société capitaliste. La société capitaliste favorise évidemment qu'il y a des gens qui sont dominants par rapport à d'autres gens, parce qu'ils ont plus d'argent, parce qu'ils ont plus de pouvoir, bon, etc., etc. Donc, on comprend ici qu'on s'est éloigné de cette notion de guerrier équilibré pour encourager donc la compétition, pour encourager évidemment la domination et les dominés, les dominants et les dominés, et favoriser en fait contre le conflit et les guerres. Il y a tout ça aussi qui tourne autour du guerrier. La quatrième famille d'âmes, c'est le serviteur qui est donc relié au chakra du cœur. Et il y a une hiérarchie dans les chakras. Quand on arrive au serviteur, c'est un peu comme si on arrivait à la position de l'adulte. C'est-à-dire que dans le développement humain, lorsqu'on atteint une certaine maturité, on peut se prévaloir de dire, ben voilà, je suis un adulte mature. Le chakra du cœur représente cette maturité-là. Et le serviteur, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu qui reconnaît qu'il a envie de se servir et de servir. C'est-à-dire qu'il reconnaît sa dimension humaine. Il reconnaît qu'il n'est pas un objet, il reconnaît que les autres ne sont pas des objets, et il a envie donc de collaborer avec l'humanité pour justement favoriser l'humanité. C'est un peu un humanisme, en fin de compte, le serviteur, et son objectif, donc, finalement, c'est de servir, non pas son détriment, mais de servir l'humanité, de servir une collectivité, etc., avec l'expérience qu'il a acquise, puisque le serviteur a donc atteint une certaine forme de maturité, qui lui permet donc de pouvoir envisager l'idée de pouvoir donner aux autres tout en recevant. C'est un peu l'idée du principe de cela. Évidemment, quand on comprend quelque part les perturbations qui peuvent venir avec le serviteur, une des perturbations, pour en nommer une, qui est une caricature que je vais nommer, c'est un peu l'égoïsme. C'est l'individu, à quelque part, qui a pris conscience que être au service des autres, c'était de se faire avoir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va fermer son cœur, puis il va se dire, ben, plus jamais je vais donner aux autres. Alors moi, ce que je vais chercher à faire, plutôt que de donner aux autres, c'est de prendre. Donc, je vais m'organiser, me retrouver avec des gens qui sont capables de donner pour prendre le maximum, être profiteur, en quelque sorte, des gens qui sont autour de moi. Ce sont des caricatures que je nomme, mais je pense que chacun d'entre nous pourrions nommer une situation dans notre vie dans laquelle nous avons rencontré une situation de cet ordre-là. C'est-à-dire une situation où une personne était très à l'aise à envisager l'idée de prendre sans avoir à donner.
Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, encore une fois, dans le monde hein, humain. C'est pas un jugement, c'est simplement une constatation. Et ça nous met en évidence que dans ce livre-là, justement, on découvre un petit peu les raisons d'être hein, de tous ces processus-là. Pourquoi l'être humain se développe de cette façon-là. On comprend que c'est un point de vue énergétique, une fermeture du chakra. On comprend qu'à travers ça, il y a une compréhension de l'enfance de cette personne-là. On comprend quelque part aussi comment elle s'est développée dans ses relations interpersonnelles, comment elle s'est développée dans ses relations professionnelles, comment elle a développé sa relation avec le domaine financier, sa relation avec la spiritualité, sa relation avec la santé, les résonances qu'elle a avec des mémoires d'autres vies. Alors, vous voyez que dans chacune des familles d'âmes, on va parler de 56 états de conscience, en fait. Ces 56 états de conscience-là sont les principaux états de conscience qu'on retrouve dans l'histoire de l'humanité. Et ces 56 états de conscience-là, on va les définir d'une façon générale, puis ensuite, on va les chercher à mieux les comprendre dans tous les domaines de vie que je viens de nommer, c'est-à-dire l'enfance, le domaine financier, le domaine relationnel, le domaine financier, donc le domaine professionnel, le domaine également de la santé, le domaine spirituel, les relations avec les archétypes, donc les mémoires d'autres vies, etc. Donc, vous voyez que c'est assez complet comme chemin. Après, donc, le serviteur, nous avons le créateur. Le créateur, évidemment, dans la hiérarchie des chakras, nous ouvre vers le ciel. À partir du moment qu'on touche la zone du créateur, on comprend quelque part qu'on est davantage des antennes vers le ciel que des antennes vers le bas du corps. Donc, le créateur, c'est quelqu'un de créatif. Et pourquoi est-il créatif? C'est parce que les antennes sont connectées avec le ciel et il est capable de capter des choses que d'autres êtres humains ne sont pas capables de capter. Alors, ils ont donc une longueur d'avance sur les autres parce qu'ils ont des capacités de conceptualiser des choses que les autres ne sont pas capables de faire. Ils arrivent donc avec une créativité, avec des idées nouvelles, des inventions, des façons différentes de voir les choses, de voir la vie, parce que quelque part, ils ont cette capacité donc de se connecter avec les nouveaux courants de vie, finalement, les nouveaux courants évolutifs de la vie. Et c'est ça qui les rend donc créatifs et qui vont leur permettre donc d'avoir une certaine forme d'individualité, parce que comme ils sont créatifs, ils sont capables, par leur individualité, d'assumer ce pouvoir créateur qu'ils ont, d'assumer leurs idées et d'être capables donc de les présenter, même si tout le monde est en désaccord avec eux. Hein, c'est un peu ça le problème quelquefois qu'on rencontre avec le créateur, c'est qu'il arrive avec des idées nouvelles, mais ce n'est pas toujours bien reçu. Donc, il va falloir effectivement qu'il soit patient pour parvenir à faire valoir ses idées. Donc, ça, c'est pour le créateur équilibré. Alors, c'est un mouvement créatif qui l'amène dans la société, dans la collectivité humaine, et les perturbations qui peuvent être associées à cela, bien évidemment, c'est, par exemple, faire des caricatures, le routinier. Le routinier, c'est celui qui rejette la créativité, qui se ferme à ce potentiel créateur qui est en lui, parce qu'il le craint, parce qu'il en a peur. Alors ça peut être une des facettes qu'on peut retrouver dans le monde. Quand on regarde le monde collectivement parlant, on comprend quelque part que la très grande majorité des gens ont développé une forme de routine dans leur vie à un niveau plus ou moins important, qui font que cette possibilité d'envisager la vie avec des yeux différents ne peut pas exister. On doit se conformer à la société. La société a des règles, a des lois. On doit se conformer à l'intérieur de ces règles-là et que si on fait ça, ça va bien. Mais si on ose aller à l'encontre de ces règles-là, ça va moins bien. Donc le créateur se trouve un peu celui qui a cette volonté un petit peu révolutionnaire hein, d'amener de nouvelles façons de voir les choses qui ne sont pas conformes à la société du moment, par exemple. Voilà. Ensuite, vous avez le philosophe qui est le chakra frontal. Le philosophe, évidemment, c'est l'être de sagesse, hein, c'est-à-dire c'est celui finalement qui a une synchronisation de ces deux hémisphères, droit et gauche. Donc, c'est la raison et l'intuition qui collaborent ensemble. Et ça, c'est important de comprendre parce que souvent en intuition, on a l'impression que la raison, il faut la mettre de côté. Alors, le philosophe, qu'est-ce qu'il nous enseigne? C'est de dire non, non, on doit au contraire reconnaître nos intuitions et nourrir notre mental, permettre à notre mental de conceptualiser l'idée intuitive pour la rendre effectivement accessible à l'être humain. Et le philosophe est excellent justement pour faire ça. Le philosophe, bien évidemment, c'est quelqu'un qui va par exemple écrire un livre comme ça, puisqu'évidemment, c'est quelqu'un qui a une certaine volonté d'articuler à quelque part sa pensée intuitive. Il ne va pas en rester simplement à garder ça autour de lui, il va avoir envie de la partager, puis il va avoir envie de la partager pour le plus grand nombre, parce que le philosophe, c'est quelqu'un qui a donc cette capacité justement de présenter une idée assez étoffée, donc une genre de philosophie, et parce qu'il présente une philosophie, bien inévitablement, ben, il y a un impact plus important sur la collectivité de cette façon-là.
Donc, le philosophe, bien évidemment, vous l'avez compris, que quand il est perturbé, ben, ça peut entraîner, par exemple, je vais donner d'autres exemples, le scientifique, la pensée scientifique. La pensée scientifique, c'est un rejet de la dimension intuitive, parce que le scientifique dit, non, moi, je refuse à quelque part de remettre en question la pensée humaine, le savoir humain, il est là, et je repose sur lui pour expliquer toute chose sur la planète Terre. Donc, le scientifique a une pensée effectivement scientifique qui ne repose pas sur des hypothèses qui ne sont pas accessibles ou qui sont reconnaissables euh, d'une voie qui ne serait pas justement connectée avec la réalité. Donc, le scientifique est vraiment très rigoureux dans sa façon de penser pour justement rester connecté au sol. Alors, évidemment, on sait que les intuitifs vont souvent, eux, à quelque part, capter des choses qui ne vont pas nécessairement être reliées au savoir humain. Et c'est là, évidemment, qu'il y a une forme de confrontation qui est là. Le philosophe a cette capacité donc de faire le lien entre les deux. Mais le scientifique, lui, va carrément être trop dans l'intellect, trop dans le mental et trop dans le rationnel, et il ne va pas donc être en mesure d'être dans cette démarche intuitive-là. Et encore là, dans la collectivité actuelle, on sait bien qu'il y a une dominance importante dans la société concernant ce qu'on appelle les scientifiques, c'est-à-dire la pensée justement rationnel, la pensée du gros bon sens, etc. On le retrouve dans tous les domaines de la vie. Et l'intuitif, bien évidemment, est toujours un peu perçu comme un peu l'être perché, à quelque part, qui n'a pas les deux pieds sur terre. Mais le philosophe a cette capacité, lui, justement, d'être articulé, donc d'amener une pensée qui est largement accessible à une collectivité. Puis, il y a du bon sens. En général, il y a du bon sens dans le sens qu'il est capable de proposer un savoir qui va être accessible au plus grand nombre. Le septième chakra, la septième famille d'âmes, c'est les spirituels, qui est donc le septième chakra et qui nous met en liaison, évidemment, avec une expression plus alignée de l'être que nous sommes et dans lequel on reconnaît finalement qu'on fait partie un tout plus vaste, dans lequel on reconnaît une forme de luminescence, de lumière, finalement, qui nous relie à cet univers-là. Et nous, à quelque part, ben, on se sent porté par cette lumière-là et on développe non pas, on développe un sentiment de présence, de bien-être en état de soi, qui fait que les gens vont avoir envie d'être avec nous parce qu'ils vont ressentir cette forme de paix et d'harmonie qu'on a à l'intérieur de soi. Ce qui veut donc, c'est souvent ça qu'on retrouve dans des expériences mystiques, hein, des gens qu'on voit qui ont l'air d'être dans un état de paix intérieure, d'harmonie. On va avoir envie d'être avec eux parce qu'on va ressentir effectivement la pleine harmonie qu'ils ont justement. Donc, le spirituel n'est pas comme le philosophe, il n'est pas dans la recherche de connaissances intellectuelles ou de transmission d'informations, de connaissances. Il est plus dans l'expérience de quelque chose et cette expérience-là le nourrit complètement. Donc, il est simplement dans un état et cet état-là amène des gens à avoir envie d'expérimenter avec lui cet état. Et c'est simplement une expérience qu'il va proposer souvent dans son cheminement et c'est amplement suffisant puisque ça amène plein d'éveil chez les êtres humains que de passer par cette voie-là. Alors, évidemment, un des pièges qu'on va retrouver chez le spirituel, c'est évidemment ce qu'on appellerait finalement l'existentialiste, celui à quelque part qui se pose des questions. Hein. Quand on se déconnecte de la spiritualité, on se déconnecte de l'expérience spirituelle, bon, on devient effectivement quelqu'un qui se dit, mais pourquoi je vis, hein, pourquoi j'existe, pourquoi je me lève, pourquoi je m'assois, pourquoi je respire, pourquoi je dors. Bon, on se pose plein de questions. On devient quelque part vide de sens, finalement. On se demande pourquoi on est sur Terre. Alors, vous voyez que ça, c'est une des expressions qu'on va retrouver qui peut être présente. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres expressions, puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le livre, on vous présente donc les 7 familles d'âmes, on vous parle des 7 grandes blessures émotionnelles, on vous parle également des 7 conditions énergétiques qu'on retrouve dans le champ énergétique et dans les chakras. Il s'agit donc de l'équilibre, qui est l'état de la famille d'âme équilibrée, qui est la juste expression de soi. Et ensuite, nous allons retrouver le désalignement, l'hyperactivité surchargée, l'hyperactivité épuisée, l'hypoactivité surchargée et l'hypoactivité épuisée. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va retrouver donc 56 états de conscience dans le livre qui va nous permettre donc de pouvoir justement, en le lisant, retrouver à quelque part la résonance que nous avons avec chacune de ces états de conscience-là, et nous allons pouvoir ensuite finalement faire un genre de profil de notre spirale évolutive qui va nous permettre donc d'avoir une image finalement visuelle de la structure énergétique qui anime notre être au point de vue des chakras, mais aussi de cette capacité que nous avons d'intégrer les 7 familles d'âmes dans notre propre développement psychique. Donc, c'est ça un petit peu qu'est ce livre Découvrir votre spirale évolutive. Il y a également un livre qui a été conçu pour rendre peut-être plus accessible le premier, puisque le livre est plus de 700 pages, qui s'appelle Le Spirale évolutif en bref, qui est un livre un peu plus fait en grandeur, mais qui est plus pour s'y référer rapidement
et dans lequel vous allez avoir des tableaux comme ceux-ci, évidemment, qui vous présentent finalement très synthétiquement chacune des familles d'armes. C'est pas aussi complet que le livre, puisque le livre a beaucoup d'aspects qui ont été touchés, donc on ne voulait pas euh, amener cette complexité-là dans ce livre-là. On voulait vraiment le rendre plus accessible et que les gens puissent se retrouver rapidement pour comprendre, se rappeler quelque part ce qui est noté dans le livre et y accéder plus rapidement. Par exemple, si on veut faire une démarche thérapeutique avec quelqu'un ou à se référer pour se renouer contact, à mieux comprendre des gens autour de soi, de se référer plus rapidement. Ce sont les idées synthétiques qui se retrouvent dans ce petit livre-là. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de vous parler donc de ces deux publications qui sont importantes. Il faut savoir que c'est un projet de longue date qui est né aujourd'hui dans cette présentation que je viens de vous faire. Et il va y avoir donc aussi un jeu de cartes qui va s'ajouter à ce projet-là. Et il va y avoir également d'autres projets qui vont tourner autour de la spirale évolutive, puisque c'est un projet de longue date et c'est un projet justement qui a pour objectif d'amener un langage intuitif. Quand on dit je sais pas c'est quoi l'intuition, ben, la spirale évolutive a pour objectif de vous donner finalement une genre de structure, une genre de cartographie de la compréhension humaine, de l'éveil qu'on peut retrouver chez l'être humain, et d'ainsi de pouvoir parvenir, en intégrant tout ça, à mieux comprendre ce qui se passe chez l'être humain et être capable donc ensuite, dans un développement intuitif, de mieux lire celui-ci. Et c'est ça un petit peu qui a été l'objectif quand j'ai écrit ce livre-là. C'était évidemment dans un contexte d'enseignement, pour permettre à mes étudiants de développer plus facilement leur intuition, mais également, comme c'est une typologie, bien évidemment, ça peut s'appliquer à toute personne qui a le désir de comprendre davantage l'humain. Alors, c'est un livre qui est assez complet pour permettre justement à cette compréhension de pouvoir prendre forme. Alors, ben voilà, si ça vous dit, évidemment, vous avez les liens sous la vidéo, des liens Amazon pour pouvoir commander l'un ou l'autre de ces deux ouvrages-là. Et je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre.